Mon mari m'a traîné au gala pour impressionner le nouveau propriétaire. Reste au fond. Ta robe est embarrassante, a-t-il sifflé. Lorsque le milliardaire est arrivé, il a ignoré la poignée de main de mon mari. Il a marché droit vers moi, m'a pris les mains et a chuchoté, les larmes aux yeux, je te cherche depuis 30 ans. Je t'aime toujours. Mon mari a laissé tomber son verre. Je suis ravi de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire est parvenue. J'aurais dû savoir que François préparait quelque chose lorsqu'il a soudainement insisté pour que je l'accompagne au gala d'entreprise. En 25 ans de mariage, il n'avait jamais voulu de moi à ses côtés lors d'une réunion d'affaires. J'étais l'épouse qui restait à la maison, qui se taisait, qui s'assurait que ses chemises étaient repassées et ses repas prêts lorsqu'il rentrait de ses réunions importantes avec des gens importants. Tu viens avec moi ce soir, a-t-il annoncé ce mardi matin-là, levant à peine les yeux de son exemplaire des Échos. Le nouveau PDG sera là. Industrie Moreau vient d'être rachetée, et je dois faire bonne impression. Je me suis arrêté en remplissant sa tasse de café, le liquide chaud tremblant légèrement dans la cafetière. Es-tu sûr de vouloir que je sois là? Je n'ai vraiment rien d'approprié à porter pour quelque chose d'aussi chic. Les yeux gris de François se sont levés vers moi avec ce regard familier de dédain. Trouve quelque chose. Achète quelque chose de pas cher si tu le dois. Ne me fais juste pas honte. Ne me fais pas honte. Ces 5 mots avaient été la bande-son de notre mariage pendant plus de 2 décennies. Ne me fais pas honte en parlant trop lors des dîners. Ne me fais pas honte en mentionnant tes origines familiales. Ne me fais pas honte en existant trop bruyamment dans des espaces où je n'étais pas désiré. J'ai passé le reste de cette semaine à fouiller dans les friperies et les magasins discount avec les 200 € que François me donnait mensuellement pour mes dépenses personnelles. Tout devait provenir de cette allocation. Mes vêtements, mes produits de toilette, même les petits cadeaux que j'achetais pour les épouses de ses associés pendant les vacances. Après 25 ans, j'étais devenue une experte pour trouver des vêtements décents pour presque rien. La robe que j'ai finalement trouvée était bleu marine à manches longues, modeste mais élégante. Elle m'avait coûté 40 € dans un dépôt-vente, et la femme au comptoir m'a assuré qu'elle provenait à l'origine d'un grand magasin coûteux. Je l'ai repassée soigneusement et l'ai accrochée au fond de mon placard, essayant de ne pas penser à la façon dont François y trouverait quelque chose à redire. Quoi qu'il en soit, le soir du gala est arrivé plus vite que je ne le voulais. François a émergé de son dressing dans un smoking noir parfaitement taillé qui coûtait probablement plus cher que ce que je dépensais en vêtements en une année entière. Ses cheveux argentés étaient plaqués en arrière et il portait la montre en or de son père. Celle qui rappelait à tout le monde qu'il venait d'une famille riche, même si son entreprise croulait sous les dettes. « Tu es prête ?» a-t-il demandé, puis il s'est arrêté en me voyant. Son visage s'est immédiatement assombri. « C'est ça que tu portes ?» J'ai baissé les yeux sur ma robe, la voyant soudain à travers ses yeux. Ce qui avait semblé élégant dans le magasin paraissait maintenant miteux et démodé. Je pensais qu'elle était jolie. C'était le mieux que je pouvais trouver avec le budget que tu m'as donné. François secoua la tête avec dégoût. Ça devra faire l'affaire. Essaie juste de rester en retrait ce soir. N'attire pas l'attention sur toi. Et pour l'amour de Dieu, ne parle de rien de personnel. Ce sont des gens d'affaires sérieux. Le trajet jusqu'au Grand Hôtel-Dieu du centre-ville de Lyon fut silencieux, à l'exception de la musique classique que François préférait et du bruit occasionnel de lui vérifiant son téléphone. J'étais assise à côté de lui, les mains jointes sur mes genoux, touchant le petit médaillon en argent à ma gorge sans y penser. C'était le seul bijou que je possédais que François ne m'avait pas acheté, la seule chose qui était vraiment à moi. Je l'avais porté tous les jours pendant 30 ans, caché sous mes vêtements où personne ne pouvait le voir. La salle de bal de l'hôtel était exactement ce à quoi je m'attendais. Des lustres en cristal, des nappes blanches et le genre de personnes qui mesuraient leur valeur à leur portefeuille d'action et leur maison de vacances. L'air était épais du parfum onéreux et de l'odeur des lys frais. Et partout où je regardais, les femmes portaient des robes qui coûtaient plus cher que notre paiement hypothécaire mensuel. « Reste ici », ordonna François, montrant un endroit près du bar où les ombres des plantes décoratives me cacheraient. « Je dois trouver certaines personnes. » « Ne t'éloigne pas », j'ai hoché la tête et les regardais s'éloigner à grands pas, les épaules droites avec une fausse confiance. Je savais que son entreprise était en difficulté. J'entendais les appels téléphoniques tard le soir, les conversations inquiètes sur les prêts, les échéances et les clients qui partaient.
Ce gala était sa tentative désespérée de sauver quelque chose, de nouer des liens qui pourraient le sauver de la faillite. Je suis resté là où il m'avait laissé, sirotant un verre d'eau et observant la foule. Les cadres riaient trop fort aux blagues des uns et des autres. Leurs épouses comparaient leurs bijoux et leurs projets de vacances. Tout le monde semblait savoir exactement où était sa place, tandis que je me sentais comme une ombre dans ma robe à 40 €. 20 minutes passèrent avant que je ne voie François à travers la pièce, gesticulant sauvagement devant un groupe d'hommes en costume coûteux. Son visage était rouge d'effort, et je pouvais voir le désespoir dans ses mouvements, même de loin. Quoi qu'il essayait de leur vendre, ils n'achetaient pas. Puis l'énergie dans la pièce a changé. Les conversations se sont tues et les têtes se sont tournées vers l'entrée principale. J'ai tendu le cou pour voir ce qui causait cette agitation, et mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Un homme grand dans un smoking impeccablement taillé était entré dans la salle de bal. Ses cheveux noirs étaient touchés d'argent aux tempes, et il se déplaçait avec la confiance tranquille qui ne vient que du vrai pouvoir, pas de son imitation désespérée. Même à travers la pièce, il y avait quelque chose de familier dans sa façon de se tenir, quelque chose qui a fait bondir mon cœur d'une manière qu'il n'avait pas fait depuis des décennies. C'est lui, chuchota quelqu'un à proximité. C'est Julien de Beaulieu, le nouveau PDG. Julien. Le nom m'a frappé comme un coup physique. Ce ne pouvait pas être lui. Après 30 ans, cela ne pouvait pas être possiblement lui. Mais alors qu'il se tournait légèrement, scannant la foule avec ses yeux sombres que je connaissais si bien, j'ai su avec une certitude absolue que c'était Julien de Beaulieu, l'homme que j'avais aimé de tout mon être quand j'avais 22 ans, l'homme dont j'avais porté l'enfant pendant 3 mois avant de tout perdre. L'homme que j'avais été forcé de quitter, laissant mon cœur enterré dans cette ville universitaire où nous avions planifié tout notre avenir ensemble. Il était plus âgé maintenant, distingué d'une manière qui parlait de succès et de pouvoir. Mais son visage était le même. La mâchoire forte, les yeux intenses qui semblaient voir droit à travers les gens, la façon dont il tenait sa tête légèrement inclinée lorsqu'il réfléchissait. Mon Julien, qui n'était plus à moi et ne l'avait pas été depuis 3 décennies. Je me suis pressé davantage dans les ombres, mon cœur battant si fort que j'étais sûr que les gens pouvaient l'entendre. Que faisait-il ici? Quelles étaient les chances qu'il soit le nouveau PDG de l'entreprise que François avait désespérément besoin d'impressionner? À travers la pièce, François a repéré Julien et a immédiatement commencé à se frayer un chemin à travers la foule vers lui. J'ai regardé avec horreur mon mari s'approcher de l'homme que je n'avais jamais cessé d'aimer, la main tendue pour une poignée de main d'affaires, son sourire large et prédateur. Julien a accepté la poignée de main poliment, mais je pouvais voir, même de loin, qu'il n'écoutait pas vraiment ce que François disait. Ses yeux scannaient la foule, cherchant quelque chose ou quelqu'un. Et puis, comme attiré par une force invisible, son regard a trouvé le mien. Le monde s'est arrêté. Pour un moment qui a duré une éternité, Julien de Beaulieu m'a regardé directement à travers cette salle de bal bondée. Son visage est devenu complètement blanc et j'ai vu ses lèvres s'entrouvrir sous le choc. La façade de l'homme d'affaires s'est effondrée et, pour un battement de cœur, il avait de nouveau 25 ans, me regardant comme il avait l'habitude de me regarder quand nous étions jeunes et croyions que l'amour pouvait tout conquérir. Puis il a bougé, marchant droit vers moi comme si la centaine d'autres personnes dans cette pièce n'existaient pas. François a continué à parler dans le vide pendant plusieurs secondes avant de réaliser que Julien ne l'écoutait plus. J'ai vu la confusion de mon mari se transformer en alarme alors qu'il suivait la ligne de mire de Julien et réalisé qu'il se dirigeait directement vers moi. « Excusez-moi », a dit Julien à François sans le regarder. Sa voix était plus grave maintenant, rendue rauque par les années et le succès, mais elle me faisait encore faiblir les genoux. « Je dois parler à votre femme. » François a bafouillé quelque chose sur le fait que Julien faisait une erreur, que je n'étais personne d'important, mais Julien n'écoutait pas. Il a marché droit vers l'endroit où je me tenais, figé dans les ombres. Il s'est arrêté juste assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Quelque chose de cher et de sophistiqué. Rien à voir avec l'après-rasage qu'il portait à l'université. Marine, a-t-il dit, et mon nom sur ses lèvres après 30 ans a rempli mes yeux de larmes que je ne m'étais pas donné la permission de verser. Julien, ai-je chuchoté en retour, à peine capable de trouver ma voix. Sans hésitation, il a tendu la main et a pris mes 2 mains dans les siennes, de la même manière qu'il le faisait quand nous étions jeunes. Ses mains étaient chaudes et stables, et je pouvais sentir le poids de son alliance, ou plutôt l'absence de celle-ci, son annulaire était nu. « Je te cherche depuis 30 ans, a-t-il dit, la voix épaisse d'émotion. Ses yeux sombres brillaient de larmes non versées, et quand il a parlé à nouveau,
ces mots ont résonné à travers la salle de bal soudainement silencieuse. Je t'aime toujours. Le bruit du verre de champagne de François frappant le sol en marbre a résonné comme un coup de feu à travers le silence stupéfait qui a suivi. Les mots de Julien restaient suspendus dans l'air entre nous comme un pont que je n'étais pas sûre d'être assez courageuse pour traverser. Autour de nous, le gala s'était effectivement arrêté. Les conversations moururent au milieu des phrases alors que les personnes les plus puissantes de la ville fixaient la scène qui se déroulait devant elles. Je pouvais sentir leur curiosité me brûler la peau, mais tout ce que je pouvais voir était le visage de Julien, plus vieux et plus marqué que le garçon que j'avais aimé, mais indéniablement lui. C'est ridicule. La voix de François a coupé le moment comme une lame. Il s'est interposé entre Julien et moi, le visage rouge d'humiliation et de rage. Marine, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est venu. Comment pouvais-je expliquer 30 ans de chagrin enfoui devant une salle pleine d'étrangers? Comment pouvais-je dire à mon mari qu'il n'avait jamais été rien de plus qu'un refuge contre la douleur de perdre le seul homme que j'avais jamais vraiment aimé? Les yeux de Julien n'ont jamais quitté mon visage. Pourrions-nous parler en privé, a-t-il demandé, sa voix douce, mais portant l'autorité indubitable de quelqu'un habitué à être obéi. François a ri durement. En privé, c'est ma femme. Tout ce que vous avez à lui dire, vous pouvez le dire devant moi. Non, a dit Julien simplement, je ne peux pas, le poids de son regard était presque insupportable. Je pouvais y voir les questions, la blessure que le temps n'avait pas guérie, l'amour qui avait survécu d'une manière ou d'une autre à 3 décennies de séparation. Mais je pouvais aussi voir la panique de François, la façon dont ses mains tremblaient alors qu'il réalisait que sa soirée soigneusement planifiée s'effondrait autour de lui. Julien, ai-je finalement réussi à dire, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Je ne peux pas. Pas ici. Pas comme ça. Il a hoché la tête lentement, comprenant d'une manière que François n'avait jamais fait. Bien sûr, mais Marine. Il a fouillé dans la poche de sa veste et a sorti une carte de visite, blanche avec un gaufrage argenté. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. J'ai pris la carte avec des doigts tremblants, nos mains se frôlant juste un instant. Le contact a envoyé de l'électricité dans tout mon corps, un rappel de ce que cela faisait d'être touché avec amour au lieu de possession. Nous partons, a annoncé François bruyamment, saisissant mon bras avec assez de force pour me faire des bleus. Maintenant. L'expression de Julien s'est assombrie en voyant la prise de François sur moi. Et pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait intervenir. Mais j'ai secoué légèrement la tête, et il a reculé, la mâchoire serrée avec un effort évident. J'attendrai ton appel, a-t-il dit doucement. François m'a traîné à travers la salle de bal, devant les visages qui nous fixaient et les spéculations chuchotées. Je serrai la carte de visite de Julien dans ma main libre, les bords tranchants s'enfonçant dans ma paume comme une bouée de sauvetage. Le trajet de retour fut un cauchemar de rage et d'accusation de la part de François, mais je l'entendais à peine. Mon esprit tournait en arrière dans le temps vers une petite ville universitaire où j'avais été jeune, intrépide et désespérément amoureuse. Julien et moi nous sommes rencontrés lors de notre 3e année à l'université de Grenoble. J'étudiais la littérature avec une bourse partielle, travaillant 3 emplois pour payer tout ce que mon aide financière ne couvrait pas. Il était en école de commerce, brillant et ambitieux, mais aussi gentil d'une manière qui me surprenait. Les garçons riches n'étaient pas censés remarquer les filles boursières comme moi, mais Julien l'a fait. Notre première conversation a eu lieu à la bibliothèque pendant la semaine des examens finaux. J'étais allongé sur 3 chaises entourées de manuels et de tasses de café vides quand il s'est approché avec cette tête légèrement inclinée qui signifiait qu'il réfléchissait fort à quelque chose. « Tu as l'air d'avoir besoin de vraie nourriture », a-t-il dit, et sa voix était chaude d'amusement. « Le resto universitaire ferme dans 20 minutes, mais je connais un endroit qui reste ouvert tard. Une brasserie 24h24 avec la meilleure tarte de la ville. » J'ai levé les yeux de mon manuel de littérature victorienne, prête à décliner poliment. Je n'avais pas d'argent pour des dîners tardifs, et je n'avais certainement pas le temps pour quel que soit le jeu auquel les garçons riches jouaient avec les filles comme moi. Mais quand j'ai croisé ses yeux, sombres, sérieux et complètement sincères, quelque chose en moi a changé. Je ne peux pas me permettre les brasseries, ai-je dit honnêtement. Mais merci. Je n'ai pas demandé si tu pouvais te le permettre, a-t-il répondu doucement. J'ai demandé si tu avais faim. C'était Julien. Direct, honnête, coupant à travers les faux-semblants pour aller au cœur des choses. Nous sommes allés à la brasserie ce soir-là, et il m'a acheté une tarte aux pommes et a écouté pendant que je parlais de livres,
de rêver de la bourse que j'essayais désespérément de ne pas perdre. Il n'a pas essayé de m'impressionner avec des histoires sur l'argent de sa famille ou ses projets d'avenir. Il a juste écouté. Vraiment écouté d'une manière que personne n'avait jamais fait auparavant. Nous sommes devenus inséparables après cela. Julien m'a introduite dans son monde de cocktails et de clubs privés, mais il s'éclipsait aussi de ses rassemblements pour explorer mon monde de sessions d'études de minuit et de pizzas partagées dans de minuscules chambres de dortoir. Nous parlions de tout, de littérature et d'affaires, de famille et de rêves, de l'avenir que nous construisions ensemble morceau par morceau soigneux. La nuit où il m'a demandé en mariage était parfaite dans sa simplicité. Nous étions assis à notre endroit préféré près du lac avec vue sur les Alpes, regardant le coucher de soleil sur les montagnes. Julien a sorti la bague émeraude de sa grand-mère, antique et belle, et ses mains tremblaient alors qu'il la glissait à mon doigt. « Épouse-moi, Marine », a-t-il dit, et sa voix était épaisse d'émotion. « Je veux passer le reste de ma vie à te rendre heureuse. » J'ai dit oui sans hésitation. Nous avions 22 ans et croyions que l'amour suffisait à surmonter n'importe quel obstacle. Nous avons fait des plans pour une petite cérémonie après l'obtention du diplôme, une lune de miel en Europe, l'appartement que nous partagerions pendant que Julien finirait son MBA. Tout semblait possible quand on avait 22 ans et qu'on était amoureux. Mais les parents de Julien avaient d'autres plans. Charles et Victoire de Beaulieu étaient de la vieille bourgeoisie lyonnaise, le genre de personnes qui mesuraient les relations en termes d'avantages sociaux et de connexions d'affaires. Lorsqu'ils ont appris les fiançailles de Julien avec une étudiante boursière issue d'une famille de la classe moyenne, leur réponse a été rapide et brutale. Ils ont menacé de couper complètement les vivres à Julien. Plus d'argent pour les frais de scolarité, pas de fonds fiduciaires, pas de place dans l'empire commercial familial qu'ils avaient passé des générations à construire. Mais pire que cela, ils ont menacé de détruire ma bourse, mon avenir, tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. Charles de Beaulieu avait des connexions partout, y compris dans l'administration de l'université. Un mot de sa part et je perdrais tout. Ils ne peuvent pas faire ça, a dit Julien quand il m'a parlé de leur ultimatum. Nous étions dans son appartement et son visage était blanc de fureur. Je vais me battre contre eux. J'abandonnerai l'argent, l'entreprise, tout. Nous ferons notre propre chemin, mais j'étais déjà enceinte de son enfant, bien que je ne lui ai pas encore dit. Je l'avais découvert 3 jours plus tôt, assise sur le sol de la salle de bain de mon dortoir avec un test en plastique dans mes mains tremblantes. J'avais 22 ans, j'étais terrifiée et désespérément amoureuse d'un homme dont la famille nous détruirait tous les deux plutôt que de m'accepter. Cette nuit-là, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai rompu avec Julien sans lui parler du bébé. Je lui ai rendu la bague de sa grand-mère et je me suis éloigné de tout ce que nous avions construit ensemble. Je lui ai dit que j'avais réalisé que nous étions trop différents, que je ne voulais pas de la vie qu'il m'offrait. J'ai vu son cœur se briser en temps réel, vu la confusion et la douleur dans ses yeux, et j'ai failli m'effondrer. Mais j'ai tenu bon. Je l'ai laissé croire que j'avais cessé de l'aimer plutôt que de lui dire la vérité. Que les menaces de ses parents m'avaient terrifié, que je portais son enfant, que je sacrifiais notre avenir pour le protéger d'avoir à choisir entre moi et tout ce qu'il avait toujours connu. 3 semaines plus tard, j'ai perdu le bébé. Une fausse couche à 8 semaines, soudaine et dévastatrice. J'ai saigné seul dans une salle d'urgence d'hôpital, pleurant non seulement l'enfant que j'avais perdu, mais l'avenir qui était déjà parti. Julien a essayé de me contacter pendant ces semaines, mais je ne pouvais pas supporter de le voir. Je ne pouvais pas supporter de lui dire que je nous avais détruits pour rien, que l'enfant que nous aurions eu ensemble était parti. Quand François Moreau m'a demandé de l'épouser 6 mois plus tard, j'ai dit oui. François était sûr, prévisible, complètement différent de Julien de toutes les manières qui comptaient. Il n'était pas l'amour de ma vie, mais il offrait la sécurité et un moyen de recommencer. Je pensais que je pourrais apprendre à l'aimer, ou du moins à trouver du contentement dans la vie qu'il m'offrait. J'avais tort à ce sujet, comme j'avais tort sur tant de choses. François s'est avéré être contrôlant d'une manière qui a pris des années à comprendre pleinement. Cela a commencé petit. Des suggestions sur mes vêtements, mes amis, la façon dont je parlais en public. Progressivement, ces suggestions sont devenues des demandes, puis des ultimatums. Il m'a isolé de mes amis de l'université, m'a convaincu que ma famille était en dessous de son cercle social, m'a rendu financièrement dépendante de son allocation mensuelle. Ce que j'avais pris pour de la protection était en fait de la possession. Pendant 25 ans, j'avais vécu comme la femme de François, jouant le rôle qu'il avait écrit pour moi. J'ai appris à être silencieuse lors des dîners, à m'habiller de manière appropriée pour ses réunions d'affaires,
à demander la permission avant de dépenser de l'argent ou de faire des projets. Je suis devenue le genre de femme qui s'excusait d'exister trop bruyamment dans des espaces où je n'étais pas désirée. Mais je n'ai jamais oublié Julien. J'ai porté notre histoire d'amour en moi comme une blessure secrète qui n'a jamais tout à fait guéri. J'ai gardé la bague émeraude de sa grand-mère cachée dans ma boîte à bijoux, bien que je me sois dit que je la lui rendrais un jour quand la douleur ne serait pas si vive. Je lisais les nouvelles économiques religieusement, suivant sa carrière à distance alors qu'il construisait son propre empire sans l'aide de ses parents. Je célébrais ses succès et pleurais ses échecs de loin, me demandant toujours s'il pensait jamais à moi. Maintenant, assise dans la voiture de François alors qu'il tempêtait à propos de l'humiliation que je lui avais causée, je serrais la carte de visite de Julien et ressentais quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des décennies. L'espoir. Quoi que ce soit qu'il avait ramené dans ma vie, quelle que soit la blague cosmique ou le cruel coup du sort qui avait fait de lui le nouveau PDG du client le plus important de François, cela ressemblait à une seconde chance dont je n'avais jamais osé rêver. La carte de visite me brûlait les mains alors que je restais assise dans notre chambre ce soir-là, fixant le simple rectangle blanc avec le gaufrage argenté. Julien de Beaulieu, président-directeur général, groupe de Beaulieu, un numéro de téléphone, une adresse e-mail. 30 ans de séparation réduit à quelques lignes de texte. François s'était enfermé dans son bureau après notre retour du gala, et je pouvais l'entendre au téléphone avec ses partenaires commerciaux, sa voix montant et descendant dans des explications désespérées. Les murs de notre maison étaient épais, mais pas assez pour étouffer sa panique. Tout reposait sur la réunion de ce soir avec le nouveau PDG, et au lieu de décrocher un contrat, il avait vu le passé de sa femme exploser dans son présent comme une bombe. J'aurais dû lui dire il y a des années. J'aurais dû mentionner nonchalamment au petit déjeuner ou lors d'un de nos dîners silencieux que j'avais connu quelqu'un nommé Julien de Beaulieu. Mais comment expliquer que vous avez épousé un homme tout en étant encore désespérément amoureuse d'un autre? Comment admettre que 25 ans de mariage ont été construits sur les fondations d'un cœur brisé? J'ai sorti la petite boîte à bijoux en bois que je gardais cachée au fond de mon placard sous des pulls d'hiver que François ne remarquait jamais. Mes doigts ont trouvé le poids familier de la bague émeraude que Julien m'avait donnée quand nous avions 22 ans et croyions en l'éternité. Je ne l'avais jamais rendue, bien que je me sois dit pendant des années que je trouverais un moyen de la lui rendre. La vérité était plus simple et plus douloureuse. C'était le seul morceau de notre histoire d'amour que j'avais été autorisé à garder. La bague a attrapé la lumière de la lampe, projetant de minuscules reflets verts dans ma paume. La bague de la grand-mère de Julien transmise à travers 4 générations de femmes de Beaulieu. Il avait été si nerveux quand il a fait sa demande, ses mains tremblant alors qu'il la glissait à mon doigt près du lac du campus où nous avions l'habitude d'étudier ensemble les après-midi chauds. Elle attendait la bonne femme, avait-il dit ce soir-là, ses yeux sombres sérieux et pleins d'amour. Elle t'attendait. Je l'avais portée pendant exactement 3 mois avant que tout ne s'effondre. Le souvenir de cet après-midi dans le bureau de Charles de Beaulieu était encore assez vif pour faire trembler mes mains. Le père de Julien m'avait convoqué dans le gratte-ciel du centre-ville de Lyon où se trouvait le siège du groupe de Beaulieu, et j'y étais allé en m'attendant à discuter des projets de mariage. Au lieu de cela, je me suis retrouvé assise en face d'un homme dont les yeux froids et le sourire calculateur me donnaient la chair de poule. Mademoiselle Campbell, avait-il dit, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir comme un prédateur qui avait coincé sa proie. Je crois comprendre que mon fils vous a fait certaines promesses. J'avais levé le menton en essayant de projeter une confiance que je ne ressentais pas. À 22 ans, je pensais que le courage suffisait pour tout surmonter. Julien et moi sommes fiancés. Nous prévoyons de nous marier après la remise des diplômes. Charles de Beaulieu a ri, un son dénué de toute chaleur. Vraiment? Comme c'est intéressant. Dites-moi, à quoi imaginez-vous que la vie conjugale ressemblera? Les adhésions au club privé, les galas de charité, les étés au Cap Ferret. Pensez-vous que vous vous intégrerez dans notre monde, mademoiselle Campbell? Je pense que l'amour est plus important que le statut social, ai-je répondu, bien que ma voix ait commencé à vaciller. Amour, il a répété le mot comme s'il avait un goût amer. Laissez-moi vous parler d'amour, mademoiselle Campbell. L'amour est un luxe que les gens de ma famille ne peuvent pas se permettre. Julien a des responsabilités envers cette entreprise, envers notre nom de famille, envers l'héritage qui s'étend sur 4 générations. Il épousera quelqu'un qui pourra soutenir ses responsabilités, pas quelqu'un qui les tirera vers le bas. J'ai commencé à argumenter, mais il a levé une main pour demander le silence. Vous êtes boursière partielle, n'est-ce pas? Majeure en littérature avec une mineure en éducation. Votre père travaille dans la construction.
Votre mère est secrétaire dans une compagnie d'assurance. Des gens de la classe moyenne, je suis sûr qu'ils sont très gentils, mais ce n'est guère le milieu que nous attendons pour une belle fille de Beaulieu. Chaque mot était choisi précisément pour blesser, et ils ont trouvé leur cible. J'ai senti mon visage brûler de honte et de colère, mais Charles de Beaulieu n'avait pas fini. J'ai fait mes recherches, mademoiselle Campbell. Un coup de fil de ma part aux bonnes personnes à l'université de Grenoble, et votre bourse disparaît. Vos notes sont excellentes, mais il y a plein d'excellents étudiants qui ont besoin d'aide financière. Sans cette bourse, vous devrez abandonner, n'est-ce pas? Tous ces rêves de devenir enseignante, de faire quelque chose de vous-même, disparus. Ma bouche était devenue sèche. La bourse était tout pour moi. Sans elle, je devrais quitter l'école probablement pour toujours. Mes parents ne pouvaient pas se permettre de payer mes études, et je travaillais déjà 3 emplois juste pour couvrir les frais de subsistance. Mais ce n'est pas tout, a continué Charles, son sourire s'élargissant. Julien pense qu'il est prêt à renoncer à son fonds fiduciaire pour vous afin de tracer sa propre voie dans le monde. L'amour de jeunesse, très romantique. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que je peux m'assurer qu'il échoue. Chaque porte qu'il essaiera d'ouvrir, je peux la fermer. Chaque emploi auquel il postulera, chaque prêt commercial dont il aura besoin. J'ai des connexions partout, mademoiselle Campbell. Je peux m'assurer que Julien de Beaulieu devienne juste un autre diplômé universitaire avec une éducation coûteuse et aucune perspective. Je restais figé sur ma chaise, comprenant pour la première fois la véritable ampleur du pouvoir de la famille de Beaulieu. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de statut social. C'était une question de destruction complète et totale. Alors, voici ce qui va se passer, a dit Charles en se penchant en avant sur son bureau massif en acajou. Vous allez rompre avec mon fils. Vous allez lui dire que vous avez réalisé que vous êtes incompatibles, que vous voulez des choses différentes de la vie. Vous allez lui rendre la bague de sa grand-mère et partir. Et en retour, je m'assurerai que vous obteniez votre diplôme avec votre bourse intacte. Je pourrais même glisser un mot pour vous auprès de certains rectorats locaux lorsque vous serez prête à commencer votre carrière d'enseignante. L'offre était à la fois généreuse et terrible dans son calcul cynique. Il m'achetait, mais il m'offrait aussi la seule chance que j'avais de finir mes études et de me construire une vie. Et si je refuse? Ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Alors vous serez tous les deux détruits. Julien ne se pardonnera jamais d'avoir ruiné votre avenir, et vous ne vous pardonnerez jamais d'avoir ruiné le sien. Quoi qu'il en soit, votre relation ne survivra pas. De cette façon, au moins l'un de vous garde ses rêves. J'aurais dû tout dire à Julien. J'aurais dû courir directement vers lui et avouer ce que son père avait menacé. Mais j'avais 22 ans et j'étais terrifié, et je portais un secret que je n'avais partagé avec personne. J'étais enceinte de l'enfant de Julien. Je l'avais découvert 3 jours avant cette rencontre avec Charles de Beaulieu, assise sur le sol froid de la salle de bain de ma chambre de dortoir avec un test de grossesse en plastique dans mes mains tremblantes. 2 lignes roses qui changeaient tout. J'avais prévu de le dire à Julien ce week-end-là, j'avais imaginé son visage s'illuminer de joie et d'émerveillement. Nous avions parlé d'enfants, de la famille que nous construirions ensemble un jour. Un jour était arrivé plus tôt que prévu. Mais nous nous aimions assez pour tout gérer. Sauf que les menaces de Charles de Beaulieu ne s'adressaient plus seulement à nous. Elles s'adressaient à notre enfant à naître, à l'avenir que nous créions déjà ensemble. Si je refusais son ultimatum, il détruirait les perspectives de carrière de Julien, éliminerait mes études et s'assurerait que notre bébé naisse dans la pauvreté et la lutte. J'ai pris la décision qui me hante encore. J'ai choisi de sacrifier notre amour pour protéger l'avenir de notre enfant. La rupture fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai rencontré Julien dans notre café préféré près du campus, celui où nous avions passé d'innombrables heures à étudier ensemble et à planifier notre avenir. Il était déjà là quand je suis arrivé, assis à notre table habituelle près de la fenêtre, et son visage s'est illuminé quand il m'a vu comme il le faisait toujours. « Voilà ma belle fiancée », a-t-il dit en se levant pour m'embrasser. « Comment s'est passée la rencontre avec mon père ? J'espère qu'il n'était pas trop intimidant. Il peut être un peu intense quand il s'agit d'affaires. » Je ne pouvais pas le regarder directement. Au lieu de cela, je fixais la bague de fiançailles à ma main gauche, l'émeraude captant la lumière du soleil de l'après-midi qui passait par la fenêtre. « Nous devons parler, Julien. » Quelque chose dans mon ton a dû l'avertir parce que son sourire s'est effacé immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis forcé à croiser ses yeux.
Ses yeux sombres qui m'avaient regardé avec tant d'amour et de tendresse depuis 1 an. J'ai réfléchi à nos fiançailles, à ce que signifierait le mariage. D'accord. Il s'est assis lentement, la lassitude se glissant dans son expression. Quoi à ce propos? Je ne pense pas que nous soyons faits l'un pour l'autre. Le mensonge avait un goût de poison dans ma bouche. Nous voulons des choses différentes de la vie. Julien m'a fixé pendant un long moment, la confusion et la douleur se disputant son visage. De quoi parles-tu, Marine? Nous avons tout planifié ensemble. Nous voulons les mêmes choses. Non, ce n'est pas le cas. J'ai retiré la bague de mon doigt, le métal glissant facilement sur mon articulation. Elle était lâche ces derniers temps, probablement parce que j'avais été trop nerveuse pour manger beaucoup depuis la découverte de la grossesse. J'ai réalisé que je ne suis pas faite pour ton monde, les clubs privés, les attentes sociales, la pression d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je veux quelque chose de plus simple. Alors nous aurons quelque chose de plus simple, a dit Julien immédiatement, tendant la main à travers la table pour prendre les miennes. Marine, je me fiche de tout ça. Nous pouvons vivre comme tu veux vivre. J'ai retiré mes mains avant que son contact ne puisse affaiblir ma résolution. Ce n'est pas seulement une question de façon de vivre. C'est une question de qui nous sommes. Tu vas hériter de l'entreprise familiale un jour. Tu auras besoin d'une femme qui puisse soutenir ce monde, qui le comprenne. Je ne suis pas cette personne. Tu es exactement cette personne, a insisté Julien, sa voix montant avec désespoir. Tu es intelligente, belle, gentille. Tu es tout ce que je veux chez une femme, chez une partenaire. Marine, d'où est-ce que ça sort? La semaine dernière, tu étais excitée à l'idée de regarder des appartements pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui a changé? Tout. Je voulais dire que tout avait changé quand ton père m'a montré exactement de quoi ta famille est capable. Quand j'ai réalisé que t'aimer ne suffit pas à protéger l'enfant qui grandit en moi. Au lieu de cela, j'ai posé la bague émeraude sur la table entre nous. Le petit clic du métal contre le bois a résonné comme un coup de feu dans le café calme. Je te rends ta bague. Julien a fixé la bague comme si c'était un serpent venimeux. Non, non, Marine. C'est fou. Quoi qu'il y ait qui ne va pas, on peut le réparer. Nous nous aimons. L'amour ne suffit pas toujours, ai-je dit doucement, me détestant pour la vérité de ces mots. C'est le cas pour nous, a dit Julien férocement. Ça doit l'être. Je me suis levé avant de perdre complètement mon courage. Je suis désolé, Julien. Je le suis vraiment. Mais c'est pour le mieux. Pour le mieux? Julien a bondi sur ses pieds, sa chaise raclant le sol. En quoi romprait-il pour le mieux? Marine, parle-moi. Dis-moi ce qui se passe vraiment ici. Pendant un terrible moment, j'ai failli le faire. J'ai failli lui parler des menaces de son père, de la grossesse, du choix impossible que j'étais forcé de faire. Mais l'avertissement de Charles de Beaulieu résonnait dans mon esprit. Julien ne se pardonnera jamais d'avoir ruiné mon avenir, et je ne me pardonnerai jamais d'avoir ruiné le sien. Au revoir, Julien, ai-je chuchoté et je me suis éloigné du seul homme que j'avais jamais aimé. 3 semaines plus tard, j'ai perdu le bébé. J'étais seul quand c'est arrivé, avec des crampes et des saignements dans ma petite chambre de dortoir un jeudi matin pluvieux. Le temps que j'arrive au centre de santé du campus, c'était déjà fini. 8 semaines de grossesse terminées aussi rapidement et silencieusement qu'elles avaient commencé. Ces choses arrivent parfois, m'a dit le médecin doucement, souvent au premier trimestre. Cela ne signifie pas que quelque chose n'allait pas chez vous ou que vous ne pouvez pas avoir de grossesse saine à l'avenir. Mais je connaissais la vérité. J'avais sacrifié ma relation avec Julien pour protéger un enfant qui était déjà parti. J'avais détruit notre amour pour rien. Julien a essayé de me contacter pendant ces semaines, laissant des messages que je ne retournais pas, se présentant à des endroits où il savait que je serais. Je l'évitais avec l'habileté de quelqu'un dont le cœur était trop brisé pour risquer de se briser davantage. Finalement, il a arrêté d'essayer. Finalement, il a obtenu son diplôme et a déménagé. Et je ne l'ai jamais revu jusqu'à ce soir. 6 mois après notre rupture, François Moreau m'a demandé de l'épouser. François était une connaissance d'affaires de mon père, de 12 ans mon aîné, et rien à voir avec Julien de quelque manière que ce soit. Il était stable, prévisible, complètement sûr. Quand j'ai dit oui, ce n'était pas parce que je l'aimais. C'était parce que j'étais fatigué d'être seul avec mon chagrin,
fatigué de refuser la bague de la grand-mère de Julien chaque soir avant de me coucher. Je pensais que je pourrais apprendre à aimer François. Je pensais que la sécurité et la sûreté pourraient suffire pour construire une vie. J'avais tort à ce sujet, comme j'avais tort sur tant de choses. Maintenant, 25 ans plus tard, j'étais assise dans la chambre de la maison que François avait achetée pour montrer son succès, tenant la carte de visite de Julien et la bague de sa grand-mère, et me demandant si les secondes chances étaient réelles ou juste des blagues cruelles que l'univers jouait aux gens qui avaient déjà perdu tout ce qui comptait. Demain, je devrais décider d'appeler ou non le numéro sur cette carte blanche, d'ouvrir ou non une porte que j'avais fermée il y a 3 décennies quand j'étais jeune, enceinte et assez terrifiée pour croire que l'amour ne valait pas la peine de se battre. La question était de savoir si j'étais assez courageuse maintenant pour découvrir ce qui aurait pu être différent si j'avais choisi de me battre au lieu de fuir. J'ai passé 3 nuits blanches à fixer la carte de visite de Julien avant de trouver le courage d'appeler. Chaque fois que je décrochais le téléphone, la voix de François résonnait dans mon esprit avec toutes les raisons pour lesquelles je ne devrais pas. Toutes les façons dont cela détruirait la vie soigneusement construite que nous avions bâtie ensemble. Mais allongé éveillé à 3 heures du matin, j'ai réalisé que, soigneusement construite, n'était qu'une autre façon de dire, complètement vide. Le jeudi matin, François est parti tôt pour une réunion de golf avec des investisseurs potentiels. Des hommes désespérés comme lui essayant de sauver des entreprises qui coulent avec des poignées de main et de fausses promesses. J'ai attendu d'entendre sa voiture quitter l'allée avant de marcher jusqu'au téléphone de la cuisine, mes mains tremblant alors que je composais le numéro gaufré en argent sur cette carte blanche. Groupe de Beaulieu, bureau de M de Beaulieu. Une voix féminine professionnelle a répondu. C'est. Je me suis arrêté, réalisant que je ne savais pas comment m'identifier. Je n'étais plus la petite amie de fac de Julien. Je n'étais pas son amour perdu. J'étais la femme de François Moreau, appelant un homme qui avait déclaré ses sentiments pour moi devant une salle de bal remplie des personnes les plus influentes de Lyon. C'est Marine Moreau. M de Beaulieu m'a demandé d'appeler. Il y eut un bref silence. Puis la voix devint nettement plus chaleureuse. Bien sûr, Madame Moreau. M de Beaulieu attendait votre appel. Pouvez-vous patienter un instant? L'attente a semblé éternelle. J'ai serré le téléphone si fort que mes articulations ont blanchi, écoutant de la musique classique qui me rappelait les concerts auxquels Julien et moi assistions quand nous étions étudiants. Il m'avait fait découvrir Mozart et Beethoven, assis à côté de moi dans l'auditorium de l'université et regardant mon visage alors que je découvrais la beauté de symphonies que je n'avais jamais eu l'occasion d'entendre auparavant. Marine, sa voix est venue à travers la ligne comme une caresse, de la même manière qu'il avait l'habitude de dire mon nom quand nous étions seuls ensemble dans son appartement, enlacés dans les bras l'un de l'autre et parlant de notre avenir. Merci d'avoir appelé. J'ai failli ne pas le faire, ai-je admis, me surprenant par mon honnêteté. Je ne suis pas sûr que ce soit sage. La sagesse n'a rien à voir là-dedans, a dit Julien doucement. Certaines choses sont juste nécessaires. Peux-tu me rencontrer pour un café? Quelque part où nous pouvons parler sans interruption. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Quelque part où François ne nous trouverait pas. Ne causerait pas une autre scène comme celle du gala. Il y a un petit café sur la rue de la République, le café de la Lune Bleue. Tu connais? Je le trouverai. Peux-tu y être dans 1 heure? 1 heure? 60 minutes pour décider si j'étais assez courageuse pour le revoir, pour m'asseoir en face de lui et entendre tout ce qu'il avait besoin de dire. 60 minutes pour choisir entre la vie que je connaissais et la possibilité de quelque chose que je pensais perdu à jamais. J'y serai, ai-je dit et j'ai raccroché avant de pouvoir changer d'avis. Le café de la Lune Bleue était niché entre une librairie et un magasin de vêtements vintage. Le genre d'endroit où les artistes et les étudiants sirotaient des tasses de café uniques pendant des heures tout en travaillant sur des romans ou en étudiant pour des examens. Je l'avais découvert il y a des années lors d'une de mes rares sorties en solo. Et je venais ici parfois quand le contrôle de François semblait trop étouffant, quand j'avais besoin de me rappeler qu'il y avait un monde au-delà de notre maison au sol en marbre où les gens riaient librement et parlaient d'idées au lieu de portefeuilles d'action. Je suis arrivé 15 minutes en avance et j'ai choisi une table dans le coin du fond où les ombres des murs de briques apparentes offriraient un peu d'intimité. Le café sentait les grains de café torréfiés et les pâtisseries à la cannelle, et le murmure bas de la conversation créait un cocon d'anonymat. J'ai commandé un latte dont je ne voulais pas et j'ai surveillé la porte, mon cœur martelant mes côtes comme un oiseau en cage. Julien est arrivé exactement à l'heure, scannant la pièce jusqu'à ce que ses yeux trouvent les miens. Il avait l'air différent à la lumière du jour traversant les fenêtres du café. Plus vieux, oui,
mais aussi plus substantielle d'une certaine manière. Le garçon que j'avais aimé était devenu un homme qui commandait l'attention sans l'exiger, qui portait l'autorité comme un costume bien taillé. Mais quand il m'a souri, vraiment souri pour la première fois depuis cette nuit au gala, j'ai vu des traces du jeune homme de 22 ans qui m'avait demandé en mariage au bord d'un lac de campus. « Tu es magnifique », a-t-il dit en s'asseyant en face de moi, et j'ai senti la chaleur monter à mes joues. François ne m'avait pas appelé magnifique depuis des années. Jolie, peut-être quand j'étais habillé de manière appropriée pour l'une de ses fonctions d'affaires. Acceptable, présentable, jamais magnifique. Tu as l'air d'avoir réussi, ai-je répondu, détournant le compliment parce que je ne savais plus comment l'accepter. Le sourire de Julien s'est légèrement effacé. Le succès n'est pas la même chose que le bonheur, Marine. Je l'ai appris à la dure. Une serveuse est apparue pour prendre la commande de Julien. Café noir, de la même façon qu'il le buvait à l'université quand nous restions éveillés toute la nuit à étudier ensemble. Après son départ, un silence gênant s'est étendu entre nous, rempli de 30 ans de mots non dits et de questions sans réponse. « Pourquoi es-tu parti ?» a finalement demandé Julien, sa voix calme mais directe. La vraie raison, pas l'histoire sur le fait que nous voulions des choses différentes. Je n'ai jamais cru ça, pas une seule seconde. J'avais répété cette conversation dans mon esprit pendant 3 jours, essayant de trouver des mots qui expliqueraient sans trop en révéler. Mais assise en face de lui, voyant la douleur qui vivait encore dans ses yeux sombres après toutes ces années, je me suis retrouvé à tout lui dire. Je lui ai parlé des menaces de son père, de la réunion dans ce bureau froid du centre-ville où Charles de Beaulieu avait exposé exactement comment il détruirait nos 2 avenirs si je ne partais pas. Je lui ai parlé de la grossesse que j'avais cachée à tout le monde, de la perte du bébé 3 semaines après notre rupture, du mariage avec François parce que j'étais fatigué de faire mon deuil seul. Julien a écouté sans m'interrompre, son visage devenant plus pâle à chaque révélation. Quand j'ai fini, il est resté assis dans un silence stupéfait pendant un long moment, ses mains serrées en poing sur la petite table de café. « Mon père t'a menacé ?» a-t-il dit finalement, sa voix mortellement calme. « Et tu étais enceinte de mon enfant. » J'ai hoché la tête, incapable de faire confiance à ma voix. « Bon sang, Marine. » Julien a passé ses 2 mains dans ses cheveux, un geste dont je me souvenais quand il était accablé ou frustré. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Pourquoi n'es-tu pas venu me voir avec ça ? » Parce que j'avais 22 ans et j'étais terrifié, ai-je dit, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Parce que ton père m'a convaincu que t'aimais nous détruirait tous les 2. Parce que je pensais te protéger. Me protéger ? Julien a ri. Mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Tu m'as protégé en me brisant le cœur et en disparaissant de ma vie. Tu m'as protégé en me laissant croire pendant 30 ans que je n'étais pas assez bien pour te garder. La douleur dans sa voix était insupportable. J'ai tendu la main à travers la table instinctivement, couvrant son poing serré avec ma main. Julien, je suis tellement désolé. Je pensais faire la bonne chose. Il a retourné sa main paume vers le haut, capturant mes doigts dans les siens. Son contact était chaud et familier, même après 3 décennies. Mon père est mort il y a 5 ans, a-t-il dit doucement. J'ai passé les 15 dernières années de sa vie à essayer de gagner son approbation, à essayer de prouver que je pouvais construire quelque chose sans son aide. Je n'ai jamais su pour les menaces. Je n'ai jamais su ce qu'il t'a fait. Ça n'a plus d'importance maintenant, ai-je dit, bien que nous sachions tous les 2 que c'était un mensonge. Cela importait plus que jamais parce que comprendre le passé était le seul moyen de donner un sens au présent. Ça compte pour moi, a dit Julien fermement. Ça compte parce que j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pas quand tu es parti. Pas quand tu as épousé François. Pas quand j'ai épousé Catherine parce que mes parents insistaient sur le fait que j'avais besoin d'une femme convenable pour les apparences. Je t'ai cherché, Marine. Pendant des années, j'ai engagé des enquêteurs, suivi des pistes qui ne menaient nulle part. Je n'ai jamais abandonné l'espoir qu'un jour je te retrouverai. Mon cœur s'est serré devant la douleur de sa confession. Julien, j'ai divorcé de Catherine il y a 3 ans, a-t-il continué. À l'amiable, pas d'enfant, pas vraiment d'amour perdu d'un côté comme de l'autre. Nous savions tous les 2 que nous nous étions mariés pour de mauvaises raisons. Et puis le mois dernier, je t'ai enfin trouvé. Mes enquêteurs ont retrouvé tes dossiers de mariage, ton adresse. Je prévoyais de t'approcher prudemment, diplomatiquement. Je n'ai jamais imaginé que je marcherais dans ce gala et que je te verrais debout là comme quelque chose sorti d'un rêve. Le poids de ces mots s'est installé entre nous comme une promesse et une menace.
Il m'avait trouvé, avait prévu de me contacter, avait cherché pendant 30 ans. La vie que j'avais construite avec François, la routine soigneusement maintenue de notre mariage, la sécurité dont je pensais avoir besoin, tout cela semblait soudain aussi fragile que du papier de soie. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé, bien que j'ai peur de la réponse. La main de Julien s'est resserrée autour de la mienne. Cela dépend de toi. Je sais que tu es mariée. Je sais que c'est compliqué, mais Marine, je sais aussi que ce que nous avions était réel, et je ne pense pas que ce soit jamais vraiment mort. Pas pour moi, et je ne pense pas pour toi non plus. Il avait raison, et nous le savions tous les deux. Assise en face de lui dans ce petit café, je pouvais sentir l'attraction entre nous aussi fortement que je l'avais senti quand nous avions 22 ans et croyions que l'amour pouvait tout conquérir. Mais je n'avais plus 22 ans. J'avais 57 ans et j'étais marié à un homme qui contrôlait chaque aspect de ma vie, qui ne me laisserait jamais partir sans se battre. François ne me donnera jamais le divorce, ai-je dit doucement. Pas volontairement. Il me voit comme une possession, pas une personne. Et il a besoin de ma docilité pour maintenir son image, surtout maintenant que son entreprise est en difficulté. Alors ne demande pas sa permission, a dit Julien simplement. Quitte-le. Viens travailler pour moi. Je m'assurerai que tu sois protégé financièrement et légalement. L'offre restait suspendue dans l'air entre nous, tentante et terrifiante à parts égales. Un emploi me donnerait l'indépendance, un moyen de subvenir à mes besoins sans l'allocation mensuelle de François. Travailler pour Julien me donnerait une raison de le voir tous les jours, de reconstruire toute connexion qui existait encore entre nous. Mais cela signifierait aussi la guerre avec François, qui verrait mon emploi par Julien comme la trahison ultime. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit, bien qu'une partie de moi voulut dire oui immédiatement. Voulut sortir de ce café et entrer dans une nouvelle vie sans regarder en arrière. Julien a hoché la tête, compréhensif comme toujours. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais Marine. Il a sorti une autre carte de visite. Celle-ci avec son numéro de téléphone portable personnel écrit au dos. Ne disparaît pas à nouveau. Quoi que tu décides, ne t'évapore pas juste comme ça. Je ne peux pas traverser ça à nouveau. J'ai pris la carte, nos doigts se frôlant une fois de plus. Je ne disparaîtrai pas, j'ai promis et je le pensais. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant quelques minutes de plus, buvant du café qui avait refroidi pendant que nous excavions les ruines de notre passé. Quand Julien s'est finalement levé pour partir, il s'est penché et a embrassé ma joue doucement, de la même façon qu'il le faisait quand nous étions étudiants et qu'il me raccompagnait à mon dortoir après de longues sessions d'études à la bibliothèque. J'attendrai, a-t-il dit doucement, aussi longtemps qu'il le faudra. Je l'ai regardé partir. Cet homme qui m'avait aimé pendant 30 ans sans savoir pourquoi je l'avais quitté. Le café a soudainement semblé vide sans sa présence, comme si toute la lumière avait quitté la pièce. Je suis resté assis seul avec mon café froid et j'ai essayé d'imaginer à quoi ma vie pourrait ressembler si j'étais assez courageuse pour choisir l'amour plutôt que la sécurité, la possibilité plutôt que la routine. Le trajet de retour fut un flou de circulation à Lyon et de pensées qui s'entrechoquaient. J'ai gardé la carte de visite de Julien dans mon sac à main à côté de la première qu'il m'avait donnée au gala. Et je pouvais les sentir là comme un battement de cœur secret. Le temps que j'entre dans notre allée, je m'étais presque convaincu que je pouvais le faire, que je pouvais dire à François que je partais, que je prenais un emploi dans l'entreprise de Julien, que notre mariage était terminé. Mais François m'attendait dans la cuisine quand j'ai franchi la porte, et un regard sur son visage m'a dit que ma décision n'était peut-être pas la mienne à prendre après tout. « Où étais-tu » a-t-il exigé, sa voix aiguë de suspicion et de rage à peine contenue. « Je suis allé prendre un café » ai-je dit prudemment, accrochant mon sac au crochet près de la porte et essayant de projeter une innocence décontractée. J'avais juste besoin de sortir de la maison un moment. Un café ? François a répété le mot comme s'il avait un goût amer. Pendant 3 heures ? J'étais parti plus longtemps que je ne le pensais. Le temps passait différemment quand on exhumait 30 ans de sentiments enfouis, essayant de donner un sens au choix qui avait façonné toute votre vie d'adulte. J'ai fait quelques courses après, ai-je menti avec fluidité. L'épicerie, le pressing, les choses habituelles. François s'est approché, ses yeux gris scannant mon visage à la recherche de signes de tromperie. L'épicerie, a-t-il dit. Alors où sont-elles ? Mon estomac s'est noué. J'avais été tellement consumé par mes pensées sur Julien,
tellement submergé par notre conversation que j'étais rentré directement à la maison sans m'arrêter nulle part. J'ai oublié de les prendre. J'étais distraite, je pensais à d'autres choses. Quelles autres choses? La voix de François était dangereusement calme maintenant, le ton qu'il utilisait quand il essayait de contrôler sa colère en public. Qu'est-ce qui pourrait bien être si important que tu as oublié de faire la seule chose pour laquelle tu m'as dit que tu sortais? Je pouvais voir le piège se refermer sur moi. Je pouvais sentir la suspicion de François se cristalliser en quelque chose de plus dangereux. Il avait toujours été jaloux, possessif. Mais la rencontre avec Julien au gala avait déclenché quelque chose de primitif en lui. Il savait qu'il perdait le contrôle, et un homme comme François ferait n'importe quoi pour maintenir son emprise sur ce qu'il considérait comme sa propriété. Rien d'important, ai-je dit doucement, me détestant pour cette capitulation familière. Je suis désolé. Je vais ressortir chercher les courses maintenant. Non. François a saisi mon bras, ses doigts s'enfonçant dans ma chair assez fort pour laisser des bleus. Tu ne vas nulle part. Pas aujourd'hui. Pas demain. Pas tant que je n'aurai pas compris ce qui se passe bon sang avec toi et Julien de Beaulieu. Pendant un moment, nous nous sommes regardés dans la cuisine au sol en marbre de la maison que François avait achetée pour montrer son succès. Je pouvais voir mon reflet dans ses yeux, et ce que j'y voyais n'était pas une épouse ou une partenaire ou même une personne. Ce que je voyais était une possession qui avait osé développer une volonté propre, et François Moreau n'avait jamais été le genre d'homme qui tolérait la désobéissance. C'est à ce moment-là que j'ai su avec une clarté cristalline que choisir Julien n'était pas seulement une question d'amour ou de seconde chance ou de guérison de vieilles blessures. C'était une question de survie. Parce que rester avec François tuerait lentement chaque partie de moi qui était encore vivante, et je lui avais déjà donné 25 ans de ma vie. La prise de François sur mon bras s'est resserrée jusqu'à ce que je grimace, et j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. De la satisfaction devant ma douleur. C'était un regard que j'avais déjà vu, bien que je me sois toujours dit que je l'imaginais. François Moreau prenait plaisir à mon inconfort, à ma docilité, aux petites façons dont il pouvait démontrer son pouvoir sur moi. Lâche-moi, ai-je dit doucement, testant les os de la rébellion pour la première fois en 25 ans. Ou quoi? Le sourire de François était froid, prédateur. Tu appelleras ton petit ami? Tu courras vers Julien de Beaulieu et lui diras à quel point ton mari est méchant? La moquerie dans sa voix était conçue pour me faire sentir idiote, puérile, comme si mes sentiments n'étaient rien de plus qu'un fantasme ridicule. C'était une technique qu'il avait perfectionnée au fil des ans, rejetée, diminuée et contrôlée. Mais quelque chose avait changé en moi depuis que je m'étais assise en face de Julien dans ce café. Depuis que j'avais appris la vérité sur la raison pour laquelle notre amour avait été détruit. Lâche-moi, ai-je répété, ma voix plus forte cette fois. François a étudié mon visage pendant un long moment, puis a relâché mon bras avec assez de force pour me faire trébucher en arrière. Tu penses que tu es amoureuse, a-t-il dit, sa voix dégoulinant de dédain. 57 ans et agissant comme une adolescente avec son premier béguin. C'est pathétique, Marine. Vraiment pathétique. J'ai frotté les marques rouges que ses doigts avaient laissées sur mon bras, des marques qui seraient des bleus violets demain. Ce qui est pathétique, c'est un homme qui doit faire mal à sa femme pour se sentir puissant. Les mots sont sortis avant que je ne puisse les arrêter, et j'ai vu le visage de François devenir blanc de rage. En 25 ans de mariage, je ne lui avais jamais parlé comme ça, je n'avais jamais défié son autorité aussi directement. Nous savions tous les deux que quelque chose de fondamental avait changé entre nous et qu'il n'y aurait pas de retour à la danse prudente de domination et de soumission qui avait défini notre relation. Tu veux savoir ce qui est pathétique, a dit François, sa voix basse et dangereuse. Laisse-moi te parler de pathétique. Julien de Beaulieu a passé 30 ans à te chercher. 30 ans de détective privé, de fausses pistes et de recherches désespérées. Et tu sais ce qui est vraiment pathétique? Je savais où tu étais. Tout le temps. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Quoi? François a ri, un son dénué de toute chaleur ou humour. Tu m'as entendu. Je savais que Julien te cherchait. Je savais pour les enquêteurs, les demandes, les vérifications d'antécédents. Je me suis assuré que chaque piste refroidisse. Que chaque piste ne mène nulle part. Je t'ai protégé de lui, Marine. Je l'ai tenu à l'écart de notre mariage, de notre vie. J'ai fixé mon mari, cet homme avec qui j'avais vécu pendant un quart de siècle, et j'ai réalisé que je ne le connaissais pas du tout. Toi? Tu savais qu'il me cherchait?
bien sûr que je savais. Julien de Beaulieu n'est pas exactement subtil dans ce qu'il fait. L'argent parle, ma chérie, et ses enquêteurs n'étaient pas particulièrement discrets dans leurs demandes. François a ajusté sa cravate, un geste qui signalait généralement son retour à un comportement civilisé, mais ses yeux restaient froids et calculateurs. La première demande est arrivée environ 6 mois après notre mariage. Un détective privé appelant un peu partout, posant des questions sur toi. Il n'a pas fallu grand-chose pour comprendre qui était derrière tout ça. Mes jambes semblaient faibles et j'ai saisi le bord du comptoir de la cuisine pour me soutenir. Tu ne me l'as jamais dit. Pourquoi te l'aurais-je dit? Pour que tu puisses courir retrouver ton petit ami de fac? Pour que tu puisses détruire notre mariage pour un fantasme romantique? François secoua la tête avec dédain. J'ai protégé notre relation, Marine. Je t'ai protégé de faire une terrible erreur. Tu t'es protégé toi-même, ai-je dit, la compréhension m'envahissant comme de l'eau glacée. Tu savais que si Julien me trouvait, s'il me disait la vérité sur la raison de notre rupture, je te quitterais. Le sourire de François était tranchant comme une lame. Et l'aurais-tu fait? Si Julien s'était présenté à notre porte il y a 10 ans, 20 ans, m'aurais-tu quitté pour lui? La réponse honnête était oui, et nous le savions tous les deux. Même au plus profond de mon malheur avec François, même pendant les années où notre mariage ressemblait à une peine de prison que je purgeais pour des crimes dont je ne me souvenais pas avoir commis, j'aurais quitté François pour Julien sans hésitation. François l'avait su, avait compté sur mon ignorance pour me garder piégé. Comment, ai-je demandé, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Comment as-tu arrêté les enquêteurs? De l'argent, surtout. Des pots de vin, de fausses informations, des impasses. C'est incroyable ce que les gens feront pour le bon prix. François s'est versé un verre de scotch de la bouteille qu'il gardait sur le comptoir de la cuisine, ses mouvements décontractés et insouciants, comme si nous discutions de la météo au lieu de 30 ans de manipulation systématique. J'avais des relations, aussi, Marine. Des associés d'affaires qui me devaient des faveurs, qui pouvaient faire disparaître les problèmes contre la bonne considération. J'ai pensé à Julien assis en face de moi dans ce café, me disant comment il avait cherché pendant des années, comment il n'avait jamais abandonné l'espoir de me trouver. Toutes ces années d'enquête, à suivre des pistes qui ne menaient nulle part, à engager détective après détective qui lui fournissaient de fausses informations parce que mon mari les payait pour mentir. Tu as détruit sa vie aussi, ai-je réalisé avec une horreur grandissante. Tu ne l'as pas seulement tenu éloigné de moi. Tu l'as torturé pendant 30 ans, lui faisant croire que je ne voulais pas être trouvé. J'ai sauvé sa vie, corrigea François froidement. Julien de Beaulieu était obsédé par toi, Marine. Complètement obsédé. Si je n'étais pas intervenu, il aurait gaspillé tout son avenir à courir après une femme qui avait déjà tourné la page, déjà choisi une voie différente. Je ne t'ai jamais choisi, ai-je dit, la vérité se déversant comme du poison d'une vieille blessure. Je me suis contenté de toi. Je t'ai épousé parce que j'étais brisé et seul et que je pensais que je ne méritais pas mieux. Mais je ne t'ai jamais choisi, François. Pas vraiment. Pour la première fois de notre conversation, François a semblé véritablement blessé. Pas en colère ou calculateur ou contrôlant, mais réellement blessé par mes mots. 25 ans de mariage, a-t-il dit doucement. 25 ans à subvenir à tes besoins, à te protéger, à te donner tout ce dont tu pourrais avoir besoin. Et c'est ce que j'obtiens en retour. Du mépris. Tu appelles ça subvenir aux besoins, ai-je dit, ma voix devenant plus forte à chaque mot. J'appelle ça acheter la docilité. Tu m'as donné une maison et une allocation et un rôle à jouer. Mais tu ne m'as jamais donné le choix. Tu ne m'as jamais donné la liberté. Tu ne m'as même jamais donné le respect élémentaire de l'honnêteté. Honnêteté. François a ri amèrement. Tu veux de l'honnêteté? Voici un peu d'honnêteté pour toi. Julien de Beaulieu ne t'aime pas, Marine. Il aime le souvenir de toi, le fantasme de qui tu étais quand tu avais 22 ans. Il chasse un fantôme depuis 30 ans. Et quand il réalisera que la femme qui se tient devant lui maintenant n'est pas la fille dont il se souvient, il disparaîtra aussi vite qu'il est apparu. Les mots étaient conçus pour blesser, pour me faire douter de moi-même, de Julien et de la possibilité d'une vie différente. Mais au lieu d'affaiblir ma résolution, la cruauté de François ne l'a que renforcée parce que je savais au plus profond de mes os qu'il avait tort. Julien n'était pas retombé amoureux de mon moi de 22 ans à ce gala. Il m'avait regardé tel que j'étais maintenant, 57 ans et fatigué et marqué par des années d'abus émotionnels,
et il avait quand même dit qu'il m'aimait. Tu as tort, ai-je dit simplement. Vraiment? Laisse-moi te demander quelque chose, Marine. Quand Julien réalisera que tu n'es pas la douce étudiante dont il se souvenait, quand il verra comment tu t'es laissé aller, comment tu es devenue exactement le genre de femme au foyer d'âge moyen qu'il n'aurait jamais choisi pour lui-même, penses-tu vraiment qu'il voudra toujours de toi? J'ai regardé mon mari, cet homme qui avait passé 25 ans à détruire systématiquement ma confiance en moi. Et j'ai senti quelque chose se briser en moi comme un fil tendu rompant finalement sous trop de pression. Tu sais quoi, François? Je me fiche de savoir si Julien veut de moi ou non. Je me fiche s'il change d'avis demain et décide que tu as raison sur tout, parce qu'au moins il m'a donné le choix. Au moins, il m'a offert la chance de décider par moi-même de ce que je voulais au lieu de me manipuler et de me contrôler pour obtenir ma soumission. J'ai sorti les cartes de visite de Julien de mon sac à main, toutes les deux, et je les ai posées sur le comptoir de la cuisine entre nous comme une déclaration de guerre. Julien m'a offert un emploi, une indépendance financière, la chance de construire une vie qui m'appartient, pas à un homme qui pense qu'il me possède. Le visage de François est devenu très immobile. Tu ne prends pas ce travail. Si, je le prends. Non, Marine, tu ne le prendras pas. La voix de François est tombée dans le ton calme et dangereux qu'il utilisait quand il était sur le point de faire des menaces. Parce que si tu essaies de me quitter, si tu essaies d'aller travailler pour Julien de Beaulieu ou n'importe qui d'autre, je te détruirai financièrement. Je m'assurerai que tu n'obtiennes rien dans aucun règlement de divorce. Je t'enliserai dans des procès pendant des années jusqu'à ce que tu sois trop vieille et trop pauvre pour recommencer. C'était là. La vérité sur notre mariage mis à nu. Pas d'amour, pas de partenariat, pas même d'affection, juste la propriété et le contrôle, soutenus par la menace de destruction économique. François ne m'avait jamais aimé. Il m'avait collectionné de la même manière qu'il collectionnait l'art coûteux et les vins millésimés comme symbole de son succès et de son bon goût. Tu peux essayer, ai-je dit, surprise par le calme de ma voix. Mais Julien a plus d'argent et de meilleurs avocats que tu n'en auras jamais. Et contrairement à toi, il n'a pas besoin de détruire les gens pour se sentir puissant. La mention des ressources supérieures de Julien a frappé François comme un coup physique. Son visage est devenu rouge, et je pouvais voir la veine de sa tempe palpiter de rage contenue. François Moreau détestait qu'on lui rappelle qu'il était un nouveau riche, que son argent et son statut étaient des acquisitions récentes construites sur la dette à effet de levier et des combines désespérées. Julien représentait tout ce que François aspirait à être mais ne pourrait jamais. Vieille bourgeoisie, vrai pouvoir, succès qui ne dépendait pas de l'écrasement des autres. Sors de ma maison, a-t-il dit finalement, sa voix tremblant d'une fureur à peine contrôlée. Avec plaisir, ai-je répondu et je me suis dirigé vers l'escalier pour faire mes bagages. Tu reviendras, a crié François après moi assez fort pour que sa voix résonne sur les sols en marbre et les murs froids de la maison qui n'avait jamais ressemblé à un foyer. Quand tu réaliseras que Julien ne veut pas d'une femme au foyer de 57 ans, quand tu comprendras que tu ne peux pas survivre dans le monde réel sans que quelqu'un prenne soin de toi, tu reviendras en rampant. Et peut-être que si tu demandes assez gentiment, j'envisagerai de te reprendre. Je me suis arrêté dans l'escalier et j'ai regardé mon mari de 25 ans. Cet homme qui m'avait systématiquement isolé de tout ce que j'aimais, qui avait passé 3 décennies à me mentir sur les tentatives de Julien de me trouver, qui croyait honnêtement que j'étais trop faible et trop endommagé pour exister sans son contrôle. Non, François, ai-je dit doucement. Je ne reviendrai pas parce que quoi qu'il arrive avec Julien, quoi qu'il arrive avec le travail ou l'avenir ou n'importe quoi d'autre, je comprends enfin quelque chose d'important. Je préférerais être seul pour le reste de ma vie plutôt que de passer un jour de plus avec quelqu'un qui me voit comme une possession au lieu d'une personne. En montant les escaliers pour emballer mes vêtements, je pouvais entendre François derrière moi, déjà au téléphone avec quelqu'un, sa voix montant et descendant dans une explication colérique, appelant probablement son avocat ou son gestionnaire d'affaires ou l'un des autres hommes qui l'aidaient à maintenir l'illusion de succès et de respectabilité. Mais pour la première fois en 25 ans, je n'écoutais pas la voix de François Moreau avec peur ou anxiété ou le besoin de plaire. Je l'écoutais comme on écoute un bruit de fond. Quelque chose d'insignifiant qui s'estomperait bientôt entièrement. J'avais un coup de fil à passer, un travail à accepter et une vie à récupérer. Et ça commençait tout de suite. J'ai appelé Julien depuis ma voiture sur le parking d'un hôtel du centre-ville. Mes mains tremblaient encore de la confrontation avec François. Le soleil se couchait sur l'horizon de Lyon, peignant les montagnes dans des tons d'or et de violet qui me rappelaient les soirées que Julien et moi avions l'habitude de passer à étudier ensemble sur le campus universitaire quand l'avenir semblait sans limite et que l'amour semblait assez fort pour surmonter n'importe quel obstacle.
Marine, Julien a répondu à la première sonnerie comme s'il avait attendu près du téléphone. Est-ce que ça va? Tu as l'air bouleversé. Je le quitte, ai-je dit sans préambule, ma voix plus stable que je ne me sentais. François, je le quitte ce soir et je veux accepter ton offre d'emploi. Il y eut un moment de silence. Puis la voix de Julien est venue, chaude et sûre. Où es-tu? Au Grand Hôtel. Je ne pouvais penser à nulle part d'autre où aller. Reste là. J'arrive tout de suite. 20 minutes plus tard, j'ai regardé à travers les fenêtres du hall de l'hôtel alors que la BMW noire de Julien s'arrêtait au stand des valets. Il a émergé portant un jean et un simple pull gris, ressemblant plus au garçon de fac dont j'étais tombé amoureuse qu'au puissant PDG qui commandait les salles de conseil et les transactions à 1 million d'euros. Quand il m'a repéré assise dans l'un des fauteuils en cuir du hall, son visage s'est illuminé d'un mélange de soulagement et de quelque chose de plus profond. L'espoir. Es-tu blessé? A-t-il demandé en s'asseyant à côté de moi et en remarquant immédiatement les bleus sur mon bras où François m'avait saisi. Sa mâchoire s'est serrée avec une colère contrôlée. Est-ce qu'il a levé la main sur toi? Rien que je ne puisse gérer, ai-je dit, bien que nous sachions tous les deux que ce n'était pas vraiment vrai. L'abus de François avait été psychologique pendant si longtemps que la composante physique ressemblait à une escalade naturelle, pas à un départ choquant de son comportement habituel. Julien a tendu la main avec précaution, touchant doucement les marques violettes sur mon avant-bras. Personne ne devrait jamais lever la main sur toi par colère, Marine. Personne. La tendresse dans sa voix, la façon prudente dont il examinait les bleus comme s'il s'agissait de blessures qu'il pouvait guérir par la seule force de sa volonté ont fait jaillir des larmes à mes yeux. J'avais oublié ce que cela faisait d'être traité avec une véritable sollicitude, d'avoir quelqu'un qui se soucie de ma douleur au lieu de la rejeter comme une faiblesse ou un mélodrame. Dis-moi ce qui s'est passé, a dit Julien doucement. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de la révélation de François selon laquelle il était au courant des recherches de Julien depuis 30 ans, du sabotage systématique de chaque enquête, des menaces et des manipulations qui nous avaient tenus séparés. Julien a écouté avec une incrédulité et une rage grandissante, ses mains serrées en poing alors que l'ampleur totale de la tromperie de François devenait claire. 30 ans, a-t-il dit finalement, sa voix rauque d'émotion. 30 ans à me demander si tu pensais jamais à moi, si tu regrettais jamais d'être parti. 30 ans à croire que peut-être je ne m'étais pas assez battu pour toi, que peut-être tu avais vraiment cessé de m'aimer. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, ai-je dit, les mots sortant en cascade avant que je ne puisse les arrêter. Pas un seul jour en 30 ans. J'ai épousé François parce que j'étais brisé et seul, mais je n'ai jamais cessé de te porter dans mon cœur. Julien s'est tourné pour me faire face complètement, ses yeux sombres scrutant mon visage. Et maintenant, après tout ce qui s'est passé, après tout le temps qui s'est écoulé, que veux-tu maintenant, Marine? C'était la question à laquelle j'avais eu peur de répondre, même à moi-même. Qu'est-ce que je voulais de cette situation impossible? Cette seconde chance qui ressemblait à un cadeau et un test en même temps. Je veux découvrir qui je suis quand je n'ai pas peur, ai-je dit honnêtement. Je veux découvrir à quoi ma vie pourrait ressembler si je fais les choix au lieu qu'ils soient faits pour moi. Et je veux découvrir si ce que nous avions était assez réel pour survivre à tout ce qui nous est arrivé. Julien a souri, le premier sourire sincère que j'avais vu de lui depuis ce moment de reconnaissance au gala. Alors découvrons-le ensemble. Le lendemain matin, je suis entré dans les bureaux du groupe de Beaulieu en tant que nouvelle directrice des relations communautaires de Julien, un poste qu'il avait créé spécifiquement pour moi et qui utiliserait mon expérience en littérature et en éducation pour développer des partenariats avec les écoles locales et les programmes d'alphabétisation. C'était un travail significatif, le genre d'emploi dont j'avais toujours rêvé. Et le salaire que Julien offrait était plus que l'allocation mensuelle de François multipliée par 12. 2300 € par semaine, avait-il dit lorsque nous avions discuté du poste au dîner la veille, plus les avantages, les congés et une autonomie complète sur ton département. Je veux que tu aies une indépendance financière, Marine. Je veux que tu ne sois plus jamais dépendante de la générosité de quelqu'un d'autre pour tes besoins fondamentaux. L'argent était plus que je n'avais jamais imaginé gagner. Assez pour louer mon propre appartement, acheter ma propre voiture, faire mes propres choix sur la façon de dépenser mon temps et mes ressources. Mais plus que la liberté financière, le travail représentait quelque chose que je pensais perdu à jamais. La chance d'être valorisé pour mon esprit au lieu de ma docilité, mes idées au lieu de mon silence. L'assistante de Julien, Valérie, m'a accueilli chaleureusement et m'a fait visiter les bureaux,
me présentant au chef de département et expliquant les diverses initiatives de sensibilisation communautaire de l'entreprise. Tout le monde était professionnel et amical, me traitant comme une collègue estimée plutôt que comme le projet personnel du patron. À la fin de ma première journée, je me sentais plus énergisé et déterminé que je ne l'avais été depuis des décennies. Mais François n'avait pas fini avec ses tentatives de contrôler le récit. 3 jours après le début de mon nouvel emploi, Julien m'a appelé dans son bureau avec une expression sombre. « Nous devons parler », a-t-il dit en fermant la porte derrière moi. François a été occupé. Il m'a tendu un document juridique épais de choses officielles et de langage menaçant. François me poursuivait pour détournement d'affection, affirmant que Julien avait délibérément interféré avec notre mariage et demandant des dommages financiers pour la destruction de notre relation. C'était un concept juridique archaïque rarement utilisé dans les procédures de divorce modernes, mais François avait trouvé des avocats prêts à le poursuivre. Il a également déposé une injonction pour geler tous les actifs conjoints jusqu'à ce que le divorce soit finalisé, a continué Julien. Compte bancaire, carte de crédit, même la voiture que tu conduisais. Il essaie de te couper l'accès à tout. Je me suis affaissé dans la chaise en face du bureau de Julien, sentant le poids familier de la manipulation de François s'installer sur moi comme une couverture étouffante. Même quand j'essayais d'échapper à son contrôle, il trouvait de nouveaux moyens de me piéger, de nouvelles méthodes pour me rappeler ma dépendance à sa générosité. Il veut que je revienne en rampant, ai-je dit doucement. Il pense que s'il peut me rendre assez désespéré, assez effrayé, j'abandonnerai et je retournerai vers lui. Julien s'est assis sur le bord de son bureau assez près pour que je puisse voir la détermination brûler dans ses yeux sombres. Alors il ne te connaît pas très bien. Mais Marine, il y a autre chose. Quelque chose qui pourrait changer toute la situation. Il a sorti un autre ensemble de documents. Ceux-ci portant l'entête d'un prestigieux cabinet d'avocats du centre-ville. J'ai demandé à mes avocats d'enquêter sur les pratiques commerciales de François, en particulier ses investissements immobiliers au cours de la dernière décennie. Il s'avère que ton mari a joué à des jeux très dangereux avec l'argent d'autres personnes. J'ai regardé les papiers, essayant de donner un sens au langage juridique et à la terminologie financière. Quel genre de jeu ? Le genre qui pourrait l'envoyer en prison ferme, a dit Julien sombrement. François a utilisé sa société de développement comme couverture pour des opérations de blanchiment d'argent. De l'argent sale provenant de diverses sources est investi dans ses projets immobiliers. Il en ressort propre de l'autre côté. La brigade financière monte un dossier contre lui depuis des mois. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. François, malgré tous ses défauts, avait toujours semblé être un homme d'affaires légitime, sinon particulièrement prospère. L'idée qu'il était impliqué dans une activité criminelle semblait irréelle, comme découvrir que l'homme avec qui j'avais vécu pendant 25 ans était en fait un étranger. Depuis quand es-tu au courant, ai-je demandé. Je me doutais que quelque chose clochait avec ses finances quand j'ai commencé à faire des recherches sur son entreprise pour des contrats potentiels, a admis Julien. Les chiffres ne collaient pas. Les sources de financement étaient douteuses. Mais je n'ai pas eu de preuves jusqu'à ce que mon avocat commence à creuser plus profondément. J'ai fixé les documents, comprenant les implications de ce que Julien me disait. Si François était arrêté pour blanchiment d'argent, ses actifs seraient gelés, son entreprise serait fermée et toutes les réclamations qu'il avait contre moi dans le divorce deviendraient insignifiantes. Mais cela signifiait aussi que l'homme que j'avais épousé, aussi malheureuse que j'ai pu l'être, était un criminel qui avait utilisé notre maison et notre mariage comme couverture pour des activités illégales. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. L'expression de Julien était soigneusement neutre, mais je pouvais voir la protection dans ses yeux, la même détermination féroce qui l'avait poussé à me chercher pendant 30 ans. Nous ne faisons rien. La police judiciaire fera son travail, et François fera face aux conséquences de ses choix. Mais Marine, tu dois comprendre que lorsque cela sortira, et cela sortira bientôt, il y aura beaucoup d'attention médiatique. Ton mariage avec François sera scruté. Ta connexion avec moi sera de notoriété publique. Ça va être inconfortable pendant un moment. J'ai pensé à la maison que j'avais partagée avec François, au sol en marbre et aux meubles coûteux qui avaient apparemment été achetés avec de l'argent blanchi. J'ai pensé aux galas de charité auxquels nous avions assisté, aux associés d'affaires que nous avions divertis, tout cela faisant partie de la façade élaborée de respectabilité de François. Combien de notre vie ensemble avait été construite sur des mensonges dont je ne savais même pas qu'ils étaient dits. Je me fiche de l'attention médiatique, ai-je dit finalement. Ce qui m'importe, c'est de faire ce qui est juste. Et la bonne chose est de laisser la vérité éclater,
quoi que cela signifie pour François ou pour moi. Julien a hoché la tête, quelque chose comme de la fierté vacillant sur son visage. La femme dont je suis tombé amoureux il y a 30 ans aurait dit exactement la même chose. 2 semaines plus tard, François Moreau a été arrêté à son bureau pour blanchiment d'argent, fraude et évasion fiscale. Les médias locaux ont largement couvert l'histoire, se concentrant sur la chute dramatique d'un homme d'affaires éminent de Lyon et sur les millions d'euros de transactions illégales qui avaient financé son empire immobilier. Nos procédures de divorce sont devenues une note de bas de page dans l'affaire criminelle plus large, les avocats de François étant trop occupés à essayer de lui éviter la prison pour poursuivre des procès de harcèlement contre moi. J'ai regardé la couverture médiatique depuis l'appartement terrasse de Julien où je logeais depuis mon départ de l'hôtel. C'était surréaliste de voir François menotté être emmené hors de l'immeuble de bureau où il avait mené ses affaires pendant des décennies. Cet homme qui avait contrôlé chaque aspect de ma vie pendant 25 ans avait l'air petit et effrayé à la télévision. Plus la figure intimidante qui avait dominé notre mariage. « Comment te sens-tu » a demandé Julien, s'asseyant à côté de moi sur le canapé alors que le présentateur passait à d'autres histoires. « Libre » ai-je dit, me surprenant par l'honnêteté de la réponse. Pour la première fois depuis des décennies, je me sens complètement libre. Julien a tendu la main et a pris la mienne, nos doigts s'entrelaçant naturellement. Libre de faire quoi? J'ai regardé cet homme qui m'avait aimé pendant 30 ans, qui m'avait donné un emploi et une indépendance financière, et la chance de découvrir qui j'étais quand je n'avais pas peur. J'ai pensé à la bague émeraude cachée dans mon sac à main, le symbole des promesses que nous avions faites quand nous étions jeunes, et je croyais que l'amour pouvait tout conquérir. Peut-être qu'il le pouvait. Libre de découvrir s'il est possible de tomber amoureuse de la même personne 2 fois, ai-je dit doucement. Le sourire de Julien était une réponse suffisante. 8 mois plus tard, je me tenais devant le miroir de la suite nuptiale de l'Intercontinental, ajustant la simple robe ivoire que j'avais choisie pour mon second mariage. Ce n'était rien comme la robe élaborée que j'avais portée quand j'avais épousé François. Pas de traîne, pas de voile, pas de tentative désespérée de me convaincre qu'un tissu coûteux pouvait transformer un mariage de convenance en histoire d'amour. Cette robe était élégante dans sa simplicité, parfaite pour une femme qui avait enfin appris la différence entre se contenter de quelque chose et choisir. « Tu es magnifique, ma chérie », a dit Marguerite, l'assistante de Julien, qui était devenue ma plus proche amie au cours des derniers mois. Elle attachait un collier de perles autour de mon cou, quelque chose d'emprunté à sa propre collection de bijoux, poursuivant une tradition que je n'avais jamais correctement observée la première fois. Les perles captaient la lumière du soleil de l'après-midi traversant les fenêtres de la suite. Et pendant un moment, j'ai été transporté à mes jours d'université quand Julien et moi avions l'habitude de passer des dimanches matins paresseux dans son appartement, à lire le journal et à planifier notre avenir ensemble. Nous avions été si jeunes alors, si certains que l'amour était le seul ingrédient nécessaire pour une fin heureuse. Maintenant, à 58 ans, je comprenais que l'amour n'était que le début, la fondation sur laquelle on construisait la confiance, le respect, le partenariat et les 1000 petits choix qui créaient une vie digne d'être partagée. « Es-tu nerveuse » a demandé Marguerite, reculant pour admirer son travail. Excité, ai-je corrigé et j'ai réalisé que c'était vrai. Quand j'avais épousé François il y a 30 ans, j'avais été engourdi par le chagrin et désespéré de sécurité. Aujourd'hui, j'épousais Julien parce que je le choisissais, parce que je voulais passer toutes les années qu'il me restait avec l'homme qui m'avait aimé fidèlement à travers 3 décennies de séparation. Un coup doux à la porte a interrompu mes pensées. « Entrez » ai-je appelé, m'attendant à voir la coordinatrice de mariage, ou peut-être la sœur de Julien, Catherine, qui avait pris le train depuis Bordeaux pour la cérémonie. Au lieu de cela, Julien lui-même est entré dans la pièce, l'air dévastateur dans son costume gris anthracite. Marguerite a émis un son désapprobateur dans sa gorge. « Julien de Beaulieu, tu sais que tu n'es pas censé voir la mariée avant la cérémonie » l'a-t-elle grondé. « Ça porte malheur. » Les yeux de Julien n'ont jamais quitté mon visage alors qu'il souriait à la protestation de Marguerite. Après 30 ans de malchance, je pense que Marine et moi avons droit à un peu de bonne fortune. De plus, j'ai quelque chose qui lui appartient. Il a fouillé dans la poche de sa veste et a sorti une petite boîte en velours, la même dont je me souvenais de nos fiançailles il y a 31 ans. Quand il l'a ouverte, la bague émeraude de sa grand-mère a capté la lumière exactement comme elle l'avait fait près de ce lac de campus. Quand nous étions jeunes, et croyions que les promesses faites avec des larmes de joie étaient incassables. « Je crois que ceci est à toi » a dit Julien doucement, prenant ma main gauche dans la sienne. Elle attendait que tu rentres à la maison. Je lui avais rendu la bague dans ce café il y a 3 décennies,
pensant que je protégeais nos deux avenirs en m'éloignant. Maintenant, alors qu'il la glissait à mon doigt où elle appartenait, je comprenais que certaines promesses étaient plus fortes que les forces qui tentaient de les briser. Certains amours étaient assez patients pour attendre 30 ans une seconde chance. Elle me va toujours, ai-je chuchoté, regardant l'émeraude capter la lumière de l'après-midi. Certaines choses sont écrites, a répondu Julien, levant ma main pour embrasser la bague doucement. Marguerite s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir, marmonnant à propos de réponses hormonales aux gestes romantiques. Mais elle souriait en poussant Julien vers la porte. Dehors, a-t-elle commandé. La mariée a besoin de 5 minutes de plus, et tu dois te rendre à l'hôtel avant que tes invités commencent à se demander si tu as changé d'avis. Julien s'est arrêté dans l'encadrement de la porte, me regardant avec la même expression qu'il avait portée au gala il y a 8 mois. L'émerveillement mêlé à la gratitude, comme s'il n'arrivait toujours pas tout à fait à croire que j'étais réel. Je serai celui qui t'attend au bout de l'allée, a-t-il dit doucement. Je sais, ai-je répondu. Tu as attendu pendant 30 ans. Après son départ, j'ai jeté un dernier coup d'œil à moi-même dans le miroir. La femme qui me regardait avait l'air plus âgée que la mariée de 22 ans qui avait épousé François. Mais elle avait aussi l'air plus forte, plus certaine, plus sincèrement heureuse que je ne l'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas une femme se contentant de la sécurité ou fuyant le chagrin. C'était une femme qui s'était battue pour retrouver l'amour et qui était assez courageuse pour le revendiquer. La cérémonie a eu lieu dans le jardin de l'hôtel, surplombant les Alpes qui avaient servi de toile de fond à la romance universitaire de Julien et moi. 50 invités étaient assis sur des chaises blanches disposées entre des rosiers et des arbres en fleurs. Des amis et collègues qui m'avaient accueilli dans le monde de Julien avec chaleur et une affection sincère. C'était tout ce que le mariage de François et moi n'avait pas été. Intime, joyeux, concentré sur la célébration plutôt que sur le statut. Alors que je marchais le long du chemin parsemé de pétales, j'ai vu Julien m'attendre à l'hôtel, le visage rayonnant de bonheur. À côté de lui se tenait son témoin, David, son colocataire d'université qui l'avait aidé à me chercher pendant ses premières années après notre rupture. J'avais rencontré David le mois précédent et appris que Julien avait parlé de moi constamment pendant leurs jours d'université. Que même après notre séparation, Julien avait continué d'espérer que je changerais d'avis et reviendrais vers lui. Il n'a jamais cessé de croire que vous étiez faits l'un pour l'autre, m'avait dit David lors d'un dîner. Même quand il a épousé Catherine, même pendant le divorce, il a toujours dit que s'il pouvait te retrouver, il passerait le reste de sa vie à rattraper le temps perdu. Maintenant, alors que j'atteignais l'hôtel et que Julien prenait mes mains dans les siennes, je pouvais voir cette promesse reflétée dans ses yeux. Nous avions perdu 30 ans à cause des manipulations d'autres personnes et de nos propres peurs de jeunesse. Mais nous avions le reste de nos vies pour créer de nouveaux souvenirs, pour construire le partenariat dont nous avions rêvé quand nous étions étudiants avec plus d'espoir que d'argent. La cérémonie fut brève et profondément personnelle. Au lieu de vœux génériques, Julien et moi avions écrit nos propres mots, des promesses qui reconnaissaient la douleur de notre séparation et le miracle de nos retrouvailles. Quand Julien a parlé de m'aimer à travers 30 ans d'absence, de ne jamais abandonner l'espoir que nous retrouverions notre chemin l'un vers l'autre, il n'y avait pas un œil sec parmi nos invités. Je promets de ne plus jamais laisser la peur prendre des décisions pour nous, ai-je dit quand ce fut mon tour de parler. Je promets de croire que l'amour vaut la peine de se battre, vaut la peine d'être choisi chaque jour, vaut la peine d'y croire, même quand cela semble impossible. Quand le maire nous a prononcés mari et femme, Julien m'a embrassé avec 30 ans de désir refoulé et de gratitude. Le jardin a éclaté en applaudissements et rires joyeux, mais tout ce que je pouvais entendre était mon propre battement de cœur, et le « enfin » chuchoté par Julien contre mes lèvres. La réception s'est tenue dans la salle de bal de l'hôtel, le même espace où François et moi avions assisté à d'innombrables fonctions d'affaires au fil des ans, prétendant être un couple heureux tout en maintenant la distance émotionnelle prudente qui avait défini notre mariage. Ce soir, cette salle de bal était transformée en quelque chose de magique. Des tables éclairées à la bougie, de la musique jazz douce et le genre de célébration sincère qui se produit lorsque les gens se rassemblent pour être témoins d'un véritable amour. Pendant notre première danse, Julien et moi nous sommes balancés sur la même chanson sur laquelle nous avions dansé à notre bal de promo il y a 31 ans. The Way You Look Tonight, avec sa promesse d'amour durable et de beauté intemporelle, semblait prophétique maintenant d'une manière qu'elle ne l'était pas alors. Des regrets, a demandé Julien alors que nous bougions ensemble, ses bras forts et certains autour de moi. Un seul, ai-je dit en lui souriant. Je regrette que nous ayons perdu 30 ans, mais je ne regrette pas le chemin qui nous a ramenés l'un vers l'autre. Sans tout ce que nous avons traversé,
je n'apprécierais peut-être pas à quel point c'est précieux. Julien m'a fait tourner doucement, et j'ai aperçu nos invités nous regardant avec le genre de satisfaction qui vient d'assister à une fin heureuse attendue depuis longtemps. Marguerite dansait avec David, des larmes de joie encore visibles sur ses joues. Catherine, la sœur de Julien, était en grande conversation avec plusieurs de mes nouveaux collègues du groupe de Beaulieu, tous me traitant comme de la famille plutôt que comme la nouvelle femme du patron. Après la fin des danses formelles, Julien et moi sommes sortis sur la terrasse de l'hôtel pour quelques moments de calme ensemble. L'horizon de Lyon étincelait en dessous de nous, et au loin, les Alpes se découpaient contre le ciel étoilé. C'était la même vue que j'avais admirée pendant mes années d'université quand Julien et moi avions l'habitude de conduire dans les contreforts pour étudier et rêver de notre avenir ensemble. « Tu te souviens de ce qu'on disait à propos de ces montagnes ?» a demandé Julien, suivant mon regard. J'ai souri au souvenir. Quelles étaient là depuis des millions d'années et quelles seraient là pour des millions d'autres? Que certaines choses étaient permanentes même quand tout le reste semblait temporaire. Comme nous, a dit Julien simplement. Comme ça. Il a sorti son téléphone et m'a montré une photo qu'il avait prise pendant la cérémonie. Le moment où je marchais dans l'allée vers lui, mon visage rayonnant de bonheur et de certitude. En arrière-plan, les montagnes s'élevaient majestueusement, témoins éternels de notre seconde chance en amour. Je veux me souvenir de ce moment exactement tel qu'il est, a dit Julien. Je veux me souvenir de ce que ça fait d'avoir enfin tout ce que j'ai toujours voulu. Alors que nous nous tenions ensemble sur cette terrasse, entourés par la célébration de notre amour et la promesse de notre avenir partagé, j'ai pensé à François Purgence à peine en prison, à la maison que j'avais partagée avec lui maintenant vide et attendant d'être vendue par le recouvrement des avoirs du gouvernement. Je ne ressentais aucune satisfaction vindicative à sa chute, seulement une gratitude tranquille que ces mensonges et manipulations ne soient plus mon fardeau à porter. J'ai pensé à Charles de Beaulieu, le père de Julien, qui était mort 5 ans plus tôt, croyant toujours qu'il avait réussi à séparer son fils d'une femme inappropriée. Il n'avait jamais vécu pour voir Julien et moi réunis, n'avait jamais été forcé de confronter l'échec de ces cruelles machinations. Peut-être était-ce une justice suffisante. Surtout, j'ai pensé à la femme que j'avais été il y a 8 mois. Piégée, contrôlée, convaincue que la sécurité était plus importante que le bonheur. Elle me semblait étrangère maintenant. Quelqu'un dont je me souvenais avec compassion mais que je ne reconnaissais plus comme moi-même. La femme que j'étais devenue était plus forte, plus courageuse, plus disposée à se battre pour ce qui comptait. Elle était quelqu'un que j'étais fier d'être. « À quoi penses-tu » a demandé Julien, remarquant mon expression contemplative. « À l'avenir » ai-je dit honnêtement. « Notre avenir. Tous les matins où nous nous réveillerons ensemble. Toutes les décisions que nous prendrons en tant que partenaires au lieu d'étrangers partageant une maison. Toutes les années qu'il nous reste pour nous aimer correctement. » Julien a porté ma main gauche à ses lèvres, embrassant la bague émeraude qui avait enfin retrouvé sa place. 58 ans n'est pas trop tard pour un nouveau départ, n'est-ce pas? J'ai regardé mon mari, mon vrai mari, l'homme que j'avais choisi de tout mon cœur au lieu de l'accepter par nécessité, et j'ai senti les derniers vestiges de peur et de doute tomber comme des feuilles d'automne. 58 ans est exactement le bon moment, ai-je dit. Nous sommes enfin assez vieux pour savoir ce que l'amour signifie vraiment, et assez jeunes pour en profiter très longtemps. Alors que nous rejoignions notre réception, dansant et riant avec les gens qui étaient devenus notre famille choisie, j'ai réalisé que certaines histoires ne se terminent pas avec le premier « je le veux ». Parfois, elles commencent là, avec des secondes chances, une sagesse durement acquise et la compréhension que le véritable amour vaut la peine d'attendre, vaut la peine de se battre, vaut la peine d'être choisi encore et encore jusqu'à ce que vous fassiez les choses correctement. Julien et moi avions enfin réussi, et nous avions le reste de nos vies pour célébrer ce miracle. Maintenant, je suis curieuse à propos de vous qui avez écouté mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont des favorites de la chaîne, et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.